Ok les mecs, ben, je crois que c'est parti, hein. On va voir, c'est la première, on va voir ce que ça donne. J'ai fait les tests avant, normalement on m'entend bien et c'est bien cadré. Donc let's go. J'ai envie de vous dire, je vais voir combien de temps ça fait. Je pense un petit 10 minutes. Voilà, alors je rappelle le but c'est de chercher dans les tests des autres qu'est-ce qui peut être intéressant pour nous et cerner ben, le marché globalement, dans sa globalité, voir un peu la vision que les autres ont, pas sur le court terme. Je pense que c'est vraiment pas le but. J'ai eu beaucoup de investors et tout qui montraient les résultats de, je sais pas, de boîtes ou de blockchain sur très court terme et tout. Je pense pas que ce soit le but. Je pense que le but c'est plutôt cerner les grandes tendances qui peuvent nous aider du coup à construire les thèses long terme. Et donc voilà, petit à petit on va les construire. Et avec Lovic, voilà, on s'est dit qu'il serait bien de les définir. Comme ça, après, ben, j'axerai les recherches directement sur ce qui peut être intéressant pour alimenter ces thèses. Voilà les mecs. Donc, la première que j'ai trouvée, un truc un peu intéressant, c'est une corrélation entre le pétrole et le chômage. Du coup, vous savez, le pétrole, les gars, c'est un game infini. Il y a énormément d'alliances autour de ça. Et ben, en fait, c'est Bravos Richard qui s'est occupé de ça et ils ont trouvé qu'il y avait une petite corrélation de 12 mois, je crois, si je ne me trompe pas, entre le pétrole, la hausse du pétrole et les pics de chômage en Amérique. Alors comment ça s'explique? En gros, quand il y a des tensions, il y a des grosses spéculations autour du prix du pétrole et ça emmène à des gros problèmes de production. Il y a forcément du coup des coûts de production qui vont être touchés, des usines qui vont être mal alimentées, et du coup, bon, ben, la production n'est pas la même qu'elle devrait être normalement en fait. Conséquence, ben, ça réduit les marges, il y a des baisses d'investissement, parce que du coup, ben, il y a moins de liquidités pour investir, et surtout ben, un ralentissement de l'activité, et c'est problématique. Donc en fait, ça engendre énormément de licenciements les ménages consomment moins, il y a moins de demandes envers les entreprises, donc moins de pouvoir d'achat, etc. Et ça entraîne encore plus de chômage. Et donc en fait, c'est un peu une boucle. Donc voilà, là, on voit les gros pics qu'il y a eu sur 1988, 2003, 2008, bon ça vous connaissez par cœur. Et en fait, c'est décalé à chaque fois de 12 mois. Donc ça prend 12 mois pour tomber dans le système et pour avoir un impact vraiment sur l'activité humaine, donc l'activité de production. Donc c'est intéressant. Pourquoi je vous montre ça? En vrai, le chômage, on s'en branle un peu, mais je pense que voilà, c'est intéressant de suivre le pétrole, je pense. Sincèrement, avec tout ce qui se passe en ce moment, la Chine, les nouvelles alliances qu'il y a, si on voit que ça commence à taper dans les alliances sur le pétrole, taper voilà, dans cette production, dans le baril, etc., je pense que ça peut être un gros indice pour les 6 mois à venir, les tensions et vraiment ben, l'incertitude. Voilà, voilà. La deuxième, pareil, une petite corrélation qui est sympa, c'est une corrélation entre le dollar et le rendement des obligations à 10 ans. Donc ça c'est sympa parce que je l'avais jamais remarqué, c'est un graphique du Financial Times qui montre que du coup, bah, voilà, vous voyez vous-même, hein, c'est corrélé au millimètre, vraiment, vraiment très explicite. Et donc, comment ça s'explique cette petite corrélation positive? En fait, avant 2025, on avait une économie qui était assez forte, même si voilà, il y avait des tensions et tout, on ne dirait pas, il y avait une économie qui était assez forte parce que bon, ben, euh, ça marchait bien, le PIB augmentait, il y avait de la production, il y avait moins de chômage, une baisse du chômage. Donc les gens en fait délaissaient un peu les obligations pour se pencher sur des actifs qui étaient plus à risque, donc comme le Bitcoin, les actions, ce que vous voulez. Vous savez que les obligations c'est quelque chose dans lesquels on se penche quand vraiment c'est la crise, dans lesquels on a confiance en fait, et on se rapatrie un peu là-dedans quand il y a moins d'opportunités ailleurs. Là, c'était pas le cas, tout le monde explorait des nouveaux risques en fait. Et donc ça, ben, en fait, toute cette spéculation, ça a créé un gros gros risque d'inflation à cause d'une économie qui tournait très bien en fait, et en fait, ben, ça commençait à être dangereux. Du coup, la Fed, comme vous le savez, a commencé à remonter les taux par peur d'une inflation. Parce qu'en fait, si l'économie croît autant que l'inflation, ça s'annule, ça sert à rien. Il fallait pas que ça arrive. Il fallait pas que ça arrive. Pour ça, il fallait remonter les taux pour empêcher au maximum l'inflation, continuer à faire croître le PIB. Et du coup, on avait ça qui s'est passé une grosse, grosse corrélation comme ça.
Euh, et donc en montant ces taux, il y a de nouvelles obligations qui ont été mises forcément parce que prêter devenait plus rentable. Quand on a fait d'augmenter les taux sont passés, je vous dis n'importe quoi, vous voyez de là, de, allez, on va dire un peu moins de 3 à plus de 4. Prêter est devenu plus rentable, les gens se sont un peu plus jetés sur les obligations. En jetant sur les obligations, ils ont vendu leur ancienne obligation, ça a fait baisser le prix de l'obligation, et comme vous savez, quand on baisse le prix de l'obligation, le rendement augmente, donc augmentation du rendement, plus le rendement qui était déjà haut sur les nouvelles obligations, et en même temps, donc pour acheter ces obligations, il fallait forcément des dollars. Donc ça, c'était tout ce qui est investisseurs étrangers, surtout Japon, Chine, vous savez que c'est les plus gros détenteurs d'obligations américaines. Il fallait forcément des dollars, donc grosse demande sur le dollar, ce qui fait que bon, ben, on a cette corrélation qui est collée, quoi, qui est en positive. On demande du dollar, avec ces dollars, on achète des obligations avec un taux plus haut et on vend nos anciennes, ce qui fait monter le rendement. Ça, c'était en 2025. Comme vous voyez, en 2025, ça change. Il y a un petit truc qui pète ici. Et en fait, c'est que on n'est plus du tout dans le même cycle économique qu'avant. Les obligations continuent à monter. On est passé au-dessus de 4,4. Pareil, mais cette fois, c'était pas à cause de nouvelles obligations qui étaient émises, c'était à cause de la peur. La peur du marché dans lequel on était. Les gens ont vendu leur obligation, le rendement est monté du coup forcément puisqu'il y a moins de demandes sur les obligations. Donc grosse peur du marché obligataire qui normalement est un marché sur lequel on se replie. Là, gros manque de confiance dans le marché obligataire américain. Donc c'est plusieurs raisons, hein. Je sais pas, la dégradation de la note de prêteurs des States, la dette qui est à 134% du PIB, l'incertitude au niveau des envies un peu des décisions de Trump, la réduction de la Chine et du Japon du coup dans leur demande d'obligations qu'ils avaient annoncé. Donc là on se retrouve avec des obligations qui montent par justement une vente des obligations, donc des taux qui montent. Et à côté de ça, un dollar qui se pète la gueule les mecs, parce que ben pareil, hein. Beaucoup moins de demandes. Il n'a pas fait ses preuves. Les gens se sont rués d'abord sur le dollar, après sur le yuan et après sur l'or, comme vous savez. Mais voilà, c'est une grosse perte de confiance. En fait, cette divergence là qu'on a, c'est une perte de confiance et dans le système obligataire qui devrait être une bouée de sauvetage, quoi. Une bouée de sauvetage pour les investisseurs et en le dollar qui est une valeur refuge qui se fait éclater parce que bon, ben, déficit énorme, tarifs, les gens se tournent vers d'autres actifs. Donc en fait, les States sont morts sur les deux camps. Je trouve ça assez impressionnant et je ne l'ai pas trouvé passer le graphique, donc petite perle. Voilà. Troisième point, ça c'était Cross Border Capital, c'était Michael Howell qui en parlait et qui parlait un peu de la liquidité autour de la Chine qui était vraiment importante, qui mettait du coup bah, la liquidité globale au milieu, comme il a dit 100 milliards de fois, et que il était persuadé d'un truc, c'est que la Chine imprimait à mort pour baisser le poids de sa dette. Donc ils impriment, le yuan perd de la valeur, ça baisse le poids de la dette et ça fait monter le prix des actifs à risque à côté, par exemple l'or. Et donc on a ce petit graphique qui est assez sympatoche, qui nous montre du coup l'injection de liquidité nette de la Banque populaire chinoise. Liquidité nette, c'est ce qu'ils injectent plus ce qu'ils reprennent. Voilà, pour vous faire un petit schéma. Là, le graphique, chaque barre que vous voyez, à chaque petite barre orange, c'est l'accumulation de l'injection sur les 6 derniers mois. Par exemple, si bon, il y a une barre qui est en juin, ça prend le nombre d'injections en juin en milliards, plus celui des 6 mois avant, donc jusqu'à janvier en fait. Et donc, bon, ben, vous voyez, ça injecte, hein. Ça injecte. Rien à dire. Rien à dire. C'est pour ça qu'on a une augmentation de la M2, mais pas directement. Pas directement, pourquoi? Parce qu'en fait, pour que la liquidité rentre dans la M2, il faut qu'il y ait une demande de crédit. Imaginons que bon, ben, la Banque de Chine crée du cash, hein, elle le donne aux banques pour qu'elles fassent tourner l'économie, pour que ce soit vraiment efficient.
Ça rentre pas dans la M2. Non, non. Pour que ça rentre dans la M2, il faut que les gens, les banques ou les entreprises, les privés, etc., aillent demander du crédit. Demander du crédit. Je demande du crédit, je fais rentrer l'argent dans le système. Tant qu'il est juste donné aux banques, il n'est pas injecté dans le système. Et donc, ce qui serait rassurant, c'est bien d'injecter, donc c'est bien de fournir les banques en liquidité, mais ce qui serait rassurant, c'est que ben, ça rentre dans le M2, que ça rentre dans le circuit, quoi, pour que ça nous fasse augmenter les cours et que on pète tous une Porsche dans pas longtemps, quoi. Ben, c'est ce qui se passe. Bon, vous connaissez par cœur ce schéma. Je sais qu'il passe de partout. J'avais pas trop envie de le mettre au début, mais hmm, il est efficace. On peut rien dire. Donc, tant qu'on peut l'utiliser, tant qu'il n'y a pas de divergence, on l'utilisera. Ça monte, c'est principalement la Chine qui injecte. C'est la Chine qui a ce rôle dans la M2 pour l'instant. Et apparemment, ben, c'est demandé puisque si ça monte, c'est-à-dire qu'il y a des crédits demandeurs. Donc, les gars, ça tombe bien pour l'instant pour la Chine. Je regarde si j'ai noté d'autres trucs. Euh, Non, ça devrait le faire. Alors, troisième graphe, un petit cours de l'or à côté de yuan contre le dollar. Alors pareil, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est persuadé que ils font ça pour faire monter les cours des actifs à risque et surtout baisser le poids de la dette. Et il dit qu'il y a un problème, c'est que on est trop habitué à mesurer euh, avec dette sur PIB. Et que c'est pas bon parce qu'en fait c'est faussé, parce que la dette augmente, mais la dette crée du PIB, donc en fait on s'en rend pas bien compte. Ce qu'il faudrait, c'est un nouveau ratio, c'est un ratio dette sur liquidité. Dette sur liquidité, c'est beaucoup, beaucoup plus efficace. Et en fait, en prenant ce ratio, on se rend compte que la Chine devrait avoir 30% de liquidité en plus pour être efficient et renouveler sa dette. Je pense que je vais faire un petit graphe macro-micro avec beaucoup de pays ou beaucoup, beaucoup d'économies pour voir un peu où ils en sont sur ce ratio dette-liquidité. Mais en tout cas, voilà, la Chine est sous-évaluée et ça risque de coincer. Ça risque de coincer. Et bon, mais vous étonnez bien, c'est pas ce qu'ils veulent. Donc ils risquent de sévèrement continuer à imprimer, continuer à injecter dans les mois qui viennent pour justement arriver à un ratio dette-liquidité qui est vraiment respectable. Et donc la crise actuelle, c'est en partie dû justement à un déséquilibre dette-liquidité. C'est pour ça que bon, ben, on a une augmentation du M2, mais ça ne retombe pas forcément de partout. Hop, là aussi, sympatoche. Ça c'est marrant, j'ai trouvé un peu au hasard en me baladant. C'est une petite corrélation qui montre les pics de Bitcoin, donc les pics du cours, avec la demande de crédit chinoise. Là, la courbe verte que vous voyez, elle est décalée de 6 mois en arrière. C'est-à-dire que. Non, elle est décalée de 6 mois en avance, excusez-moi. Et vous voyez, ben, c'est assez flagrant en vrai. C'est assez flagrant. Et la courbe bleue, c'est là la liquidité qui est injectée du coup dans le système. La courbe verte, vous voyez, on a 2014, fin 2017, 2018 et le cycle de 2020. Et là, vous voyez que ça a merdé. Il y a eu une connerie, justement peut-être à cause de ce manque de liquidité. Et on n'a pas du tout eu la demande de crédit qu'on aurait dû avoir cycliquement en fait. Et ça qui a bloqué. Et on était très très bas. Voilà, donc un pays qui tombe très très mal. Je vous rappelle que voilà, pas de crédit égale pas de circulation de monnaie, pas d'échange, une économie qui est bloquée. Et donc là, on voit que c'est en train de remonter tranquillement. Et il faudrait que ça redépasse environ ce, ce niveau-là pour reprendre une dynamique, on va dire. Mais c'est quelque chose qui est assez. C'est assez explicite en vrai, hein. C'est assez explicite, les gars, c'est clairement clair. Vous regardez, la demande de crédit chinoise fait le Bitcoin. Fait le Bitcoin. C'est elle qui donne l'équité au cours. Hop, les gars, on passe sur la dernière partie. Ça, c'était très important de vous la montrer. J'ai passé une demi-journée dessus. C'était infâme. Donc pareil, Cross Border Capital, Michael Howell qui a un peu les...
qui a un peu les chevilles gonflées parce qu'il dit que bon, c'est comme ça qu'il faut voir le monde financier, le système financier mondial. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est pas trop mal, j'avoue que ça change pas mal de trucs. Donc c'est parti. Alors on a ce schéma euh, qui montre qu'en fait, le fonctionnement de la liquidité globale, mais d'une autre manière. Donc c'est un schéma qui met quelque chose qui s'appelle le repo market au milieu. Le repo market, c'est un marché parallèle qui traite en gros le collatéral. Par exemple, imaginez que je suis une banque, j'ai pas de cash, mais j'en ai besoin. Par contre, j'ai beaucoup de bons du trésor. Le public debt instrument que vous voyez ici. J'ai beaucoup de bons du trésor. C'est un actif qui est très sûr dans le monde entier et qui est digne de confiance. C'est reconnu de confiance dans le monde entier. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais proposer à une autre banque qui me prête du cash en échange de ces bons du trésor sur une très courte période. Par exemple, une journée. Une journée, voilà. Donc, tenez, hop, mes bons du trésor, vous me filez un peu de cash et je vous le rends avec des intérêts, genre une connerie 0,005%. Bon, la vérité, c'est que dans ce cas-là, c'est le repo market qui est au centre de la machine à liquidité et c'est en gros un peu comme une caution en échange d'un prêt. C'est une caution en échange d'un prêt. On pose du collatéral pour avoir accès à la liquidité. Du coup, bon, en conclusion, ce marché, il transforme en actif la liquidité utilisable immédiatement. C'est le collatéral qui devient une monnaie en fait. En dessous, on a la global liquidity, comme vous voyez. Et, euh, et en fait, elle dépend maintenant de ce collatéral, donc du marché, du repo market. Ce qui est important du coup maintenant, c'est que comme elle est dépendante, il y a d'autres facteurs qui sont importants. C'est la qualité du collatéral, donc la qualité des bons du trésor, la confiance qu'on a en eux, la volonté des acteurs à prêter. Donc si un acteur n'a pas confiance en le collatéral, il va moins vouloir prêter. Et donc forcément le bon fonctionnement du marché repo. C'est important parce que voilà, si le marché repo tourne bien, alors bon, il y a du cash et pas l'inverse quoi. Donc à côté, on a le Private Debt Instrument. Ça, c'est ce qui concerne les banques qui sont pas régulées. C'est un peu les shadow banks, là, comme il est écrit exactement. Voilà, j'allais dire, c'est écrit, magnifique. Euh, c'est les actifs qui sont plus risqués, donc qui sont moins reconnus par tout le monde, qui sont moins reconnus dignes de confiance par tout le monde. C'est un peu genre le regroupement des crédits privés, voilà. C'est CLO, ça ils en parlaient dans le Wood Wall Street, je sais plus ce que c'est Credit quelque chose. Mais en gros, c'est des regroupements de produits qui sont beaucoup moins dignes de confiance. Et du coup, quand on va prêter ces, euh, ces produits en collatéral, on a un problème, c'est qu'ils sont beaucoup plus volatiles et c'est pas comme les bons du trésor, ça va activer de la deviation amplifying. C'est en gros beaucoup de volatilité sur les marchés, contrairement à les bons du trésor qui entraînaient vraiment une stabilité et un peu, peut-être un ralentissement, mais un truc assez stable. Donc en fait, on a ce système de liquidité globale qui est séparé en deux parties. Une partie qui est un peu plus sage que l'autre et un peu plus régulier. Et donc, qui c'est qui joue l'arbitre au milieu de ce nouveau marché, qui est le marché des collatérales? C'est les banques centrales. La banque centrale va avoir deux rôles, comme vous voyez ici. Elle va avoir le rôle de lender of last resort. Ça, c'est les prêteurs au dernier secours. Ils vont prêter du coup des dollars aux banques commerciales quand personne ne veut leur en prêter en échange d'un collatéral, genre histoire de lui le moteur. Quand il y a un manque de confiance en le collatéral, eux ils disent bon, c'est bon, je te prête, allez, tiens, en échange, tu me files tes bons du trésor qui sont pourris jusqu'à la moelle. Et pour la banque centrale, l'autre rôle de la banque centrale, excusez-moi, c'est un rôle de dealer of last resort, c'est dealer au dernier secours du coup. Et là, cette fois, ils vont pas prêter, ils vont racheter. Ils vont racheter. Donc, on a les produits qui sont dégueulasses, les CLO là. Elle dit quoi? Je vais vous racheter vos produits contre du cash pour enlever ce manque de confiance qu'il y avait dans le collatéral. Donc je le prends en fait, je prends et moi ce manque de confiance. Je le prends, regardez, tac, ils n'existent plus, hop, je vous remets du cash. Et donc en fait c'est ça qui va permettre de maintenir le collatéral en circulation pour pas que la machine cale quoi. Bon,
Pourquoi c'est important de voir les choses différemment comme ça? C'est parce que avec cette vision, on comprend que la monnaie, c'est le collatéral et pas juste la monnaie. Donc en fait, il y a comme deux sortes de monnaie. Il y a la monnaie tout court et il y a un autre marché où il y a la monnaie des collatérales. Les collatérales servent de monnaie. C'est aussi important de comprendre que la liquidité mondiale dépend du mécanisme de repo market et pas juste de la Fed qui imprime en fait. Elle recycle les actifs en fait. Elle recycle les actifs sûrs pour en extraire du cash. Et les crises aussi viennent pas seulement d'un manque de dollars, mais surtout bon, bah, d'un manque de collatéral mobilisable, quoi, ou d'une manque de confiance. Autre chose, les banques centrales aussi. Les banques centrales qui agissent plus sur le collatéral que la monnaie. Voilà. C'est pas bon, bah, la Fed elle agit sur la monnaie, les taux d'intérêt, elle imprime et tout. Ben non, en fait, elle agit beaucoup plus sur le collatéral. Et donc voilà, c'est pour ça que les marchés peuvent se cracher même sans baisser les taux, même sans imprimer, même parce qu'en fait, il y a un problème autour du collatéral. Donc il y a un problème autour de ce qu'on donne pour recevoir du cash et faire tourner la machine. Hop, un petit graphique qui s'ensuit de ça, c'est le graphique de Reserve Repo, qui est, euh, qui est l'inverse cette fois. Alors, Reserve Repo, c'est pas la Fed par exemple qui va prêter du cash aux banques en échange de bons du trésor, c'est les banques qui vont dire bon ben j'ai trop de cash, je t'en file un peu et en échange tu me donnes des bons du trésor et quand c'est bon tu me rends mes sous mais avec des intérêts. Ok. Donc le graphe que vous voyez là, c'est le cash qu'avait la Fed, que les banques avaient prêté à la Fed en échange de bons du trésor pour placer pour gratter des intérêts comme des rats. Et vous voyez, bon, mais grosse montée jusqu'en 2023. Et depuis, ben, chute libre. Chute libre, on est monté à 2500 billions depuis chute libre jusqu'en 2025, jusqu'à atterrir moins de 350 billions. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que bon, ben, l'argent c'est beaucoup plus rare. On peut plus se permettre de placer comme ça, comme on veut, parce que ben, en fait on en a trop, ben, c'est plus le cas. En fait, les banques elles ont besoin de le récupérer pour survivre. Pour survivre. Mais du coup, bon, ben, beaucoup moins de cash dans le système. Il y a moins de besoin de collatéral du coup parce que ben, il y a moins de demandes en collatéral et ben, il y a moins de marge de sécurité. Donc on est plus short sur ça. Et du coup, bon, ben, là, on en arrive à un point un peu critique de bon, ben, il n'y a plus il y a plus de liquidité disponible qui est placée. Tout est utilisé, il n'y a plus de marge d'erreur. Donc voilà, j'ai vu beaucoup de tweets passer, des gens qui se demandaient si ce graphique, ça prouvait vraiment concrètement qu'il pouvait y avoir un arrêt du QT ou une baisse des taux de la Fed. Voilà. Bon les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que c'était pas flambant neuf, c'était la première fois. Il y avait un peu de contenu. J'ai essayé de vous montrer des trucs qui étaient quand même intéressants pour alimenter les thèses. Vous me faites un gros débrief pour bien modeler ça, histoire que la semaine prochaine je prenne 10 fois le niveau. Et voilà, les gars, c'était mon premier live. N'oubliez pas de vous sub, s'il vous plaît. C'est important pour moi. Et bien sûr, les collaborations sont en commentaire. Vous avez mon mail pro. Et voilà, je vous fais des bisous, les mecs. Ciao, ciao.